Au niveau de leur anamnèse, ce qui est intéressant et ce que montre, alors il y a eu des gros travaux notamment par Bruno Gravier en Suisse, qui a repris tous les dossiers des auteurs de violences sexuelles qui étaient suivis par son équipe et qui a essayé de rechercher finalement les antécédents, de quoi était constituée leur vie. Donc on retrouve finalement chez ces auteurs, alors ça c'est dans son étude, hein, qu'un tiers avait eu des comportements délictueux quand même avant le passage à l'acte de nature sexuelle, vol, coups et blessures, mais que plus souvent finalement ça n'avait pas été judiciarisé. Donc ce qui montre effectivement les limites des études, parce que tout à l'heure je vous disais que finalement la plupart des auteurs de violences sexuelles, en tout cas pédophiles, n'avaient pas commis d'autres actes. La moitié des auteurs ont commencé à commettre des actes sexuels transgressifs dès l'adolescence. Pour un tiers, l'acte a eu lieu à une période particulière de leur vie, donc effectivement perte, deuil, changement de lieu de résidence, changement d'établissement scolaire, changement de travail. Seulement un quart, en tout cas dans son étude, avait pensé l'acte délictueux avant le passage à l'acte. Par contre, pour tous, l'acte a entraîné un éprouvé d'apaisement. Ce qui était retrouvé en tout cas dans l'étude de Gravier, c'est que ce n'est pas forcément la culpabilité qui ressortait, mais c'était plutôt un sentiment de honte. Et la honte finalement d'avoir perdu le contrôle de soi, plutôt que finalement la honte des actes qu'ils avaient pu commettre. Et que la notion de culpabilité, elle n'était pas vraiment présente, en tout cas chez ces auteurs-là. J'ai pas réussi à me contrôler, j'ai perdu le contrôle. Je l'ai touché, j'aurais pas dû. Mais finalement, en termes d'impact que ça a sur la victime, c'est vraiment pas une dimension qu'on retrouve. Et finalement, ce qui était aussi intéressant et qui montre le travail qu'il faut faire en détention, c'est que moins de la moitié des auteurs de violences sexuelles percevaient le lien entre l'acte qu'ils ont pu commettre et la peine qu'ils ont pu avoir. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été condamnée pour ça. Donc il va y avoir effectivement à expliquer et à travailler sur ce qu'ils ont pu commettre et essayer de comprendre pourquoi ils ont commis ça. En tout cas, les auteurs de violences sexuelles sont plus angoissés que les auteurs de violences non sexuelles, avec beaucoup plus d'aménagement de type phobique, beaucoup plus de peur que chez les auteurs de violences non sexuelles. Par contre, on retrouve une meilleure insertion sociale que chez les auteurs de violences non sexuelles. On retrouve, et ça c'était donc aussi dans l'étude de Gravier, il retrouvait des événements traumatiques dans l'enfance dans près de 75% des dossiers. Que ce soit des violences sexuelles, mais également d'autres types de violences, donc avec un climat violent au niveau familial, des victimisations répétées, et une relation avec le père qui est souvent marquée par le rejet et la négligence. C'est des auteurs qui vous disent moi, on ne m'a jamais pris dans les bras, on ne m'a jamais fait de câlin, on ne m'a jamais dit je t'aime. Alors, effectivement, ce sont des auteurs de violences qui ont souvent vécu des maltraitances dans leur enfance, mais ils ont des grandes difficultés à les repérer. Vous posez la question, en tout cas au départ, quand ils n'ont pas commencé à avoir de prise en charge, quand vous les voyez en pré-sententiel, parlez-moi de votre enfance. Moi, j'ai une enfance normale. D'accord, parlez-moi de la relation à votre père. Il n'était jamais là. Okay. Parlez-moi de la relation à votre mère. Elle était trop prise, elle ne s'occupait pas de nous. Ok, d'accord, c'est ça l'enfance normale. Okay. Donc, effectivement, c'est commencer à mettre des mots sur ce qu'ils ont pu vivre en tant qu'enfants. Et vraiment, ils ont des grandes difficultés à mettre des mots sur ce qu'ils ont pu éprouver justement en tant qu'enfants, les difficultés, ce que ça a généré chez eux en termes d'émotions, et également ce qu'ils vivent à l'heure actuelle et les émotions qu'ils peuvent ressentir même actuellement. C'est ce qu'on appelle l'alexithymie.
la difficulté à mettre des mots finalement sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Et au départ, quand vous les voyez, c'est extrêmement vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que vous commettiez cet acte? Rien. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'intérieur? Rien. Donc, voilà, là aussi, ça va être important qu'ils apprennent à identifier que la boule dans la gorge, c'est de l'angoisse, que quand on a mal au ventre, c'est de l'angoisse, voilà, que quand on est tendu partout, c'est de la tension interne. Voilà, de réussir à mettre des mots sur des sensations corporelles. Et puis, on va retrouver assez fréquemment aussi une relation particulière à la sexualité dans l'enfance, avec des initiations précoces, inadéquates à la sexualité, avec une absence de limite entre les membres de la famille, effectivement avec voilà, des parents qui peuvent se trimballer nus dans la maison ou avoir des relations sexuelles devant les enfants, voire effectivement des relations incestueuses, avec une sexualité qui peut être vécue dans l'excès, vraiment avec des enfants qui sont confrontés aux vidéos pornographiques qui sont diffusées dans le salon à n'importe quelles heures du jour et de la nuit. Voilà. Souvent, vous retrouvez dans la famille des choses qui n'ont pas été dites, mais où il y a peut-être l'oncle qui a eu des faits d'agression sexuelle sur les nièces, ou sur la sœur, ou sur la mère. Vous trouvez des choses qui se sont passées au sein de la famille autour de violences sexuelles. On retrouve, alors j'ai mis abus, excusez-moi, on retrouve des agressions sexuelles dans 30 à 93% des études chez ces hommes auteurs de violences sexuelles. Et quand il y a eu des agressions sexuelles dans l'enfance, on retrouve soit plus de niveau d'hostilité à l'âge adulte, et surtout plus de niveau d'implication thérapeutique. Parce qu'effectivement, vu qu'eux, ils ont vécu déjà des choses, que ça n'a pas été judiciarisé, finalement, ils ont encore plus de mal à comprendre pourquoi eux, ce qu'ils ont fait, finalement, c'était pas plus grave que ce qu'ils ont vécu. D'accord ? Et pourquoi eux, c'est judiciarisé. Donc, ça va être important de travailler justement sur ce qu'ils ont pu ressentir en tant qu'enfants face à ces violences, pour après pouvoir commencer à travailler sur ce qu'ils ont commis et pourquoi ils l'ont commis. Et puis, du fait de cette confrontation à une sexualité particulière dans l'enfance, notamment quand on est dans le cadre de violences intrafamiliales et de violences sexuelles intrafamiliales, on va avoir ce déni de la différence des générations. C'est qu'effectivement, un enfant, un adulte, finalement, c'est pareil. Alors, en tout cas, autour de la sexualité, on peut coucher avec des enfants comme on peut coucher avec des adultes. C'est équivalent. On peut retrouver également des définitions de la différence de genre. Finalement, une femme, un homme, c'est un peu pareil. De toute façon, on peut coucher avec tout le monde. Déni de la fonction parentale, parce qu'effectivement, des parents, c'est censé protéger, normalement. En tout cas, protéger suffisamment. Et là, effectivement, on est sur des parents qui, la plupart du temps, n'ont pas été du tout protecteurs. Et donc, ce qui entraîne chez ces enfants-là, progressivement, ce qu'on appelle un clivage du moi, avec ces comportements déviants qui ne sont pas connus comme réellement venant de soi. À l'âge adulte, ce qu'on va retrouver, ce sont effectivement, alors là aussi, de façon globale, plutôt des relations émotionnelles qui sont assez pauvres, avec une certaine forme de crainte de l'intimité. Et les moments de solitude émotionnelle vont augmenter le risque de passage à l'acte. Avec une vie affective qui est souvent décrite comme peu satisfaisante. Même s'ils sont en relation de couple, il y a quelque chose dans le couple qui ne se passe pas forcément bien, ou alors la compagne ne répond pas aux besoins sexuels. En tout cas, pas suffisamment. Avec effectivement, souvent une insatisfaction sexuelle qui peut être retrouvée avec effectivement une vie sexuelle soit qui est assez pauvre, soit des partenaires sexuels multiples, soit une sexualité qui est vraiment extrêmement compulsive dans certains moments, où ils vont avoir recours à différents moyens pour essayer finalement de limiter ces fantaisies sexuelles, qui vont être de plus en plus envahissantes. Donc effectivement, avec le recours à la pornographie, à la prostitution, le fait d'aller dans des clubs échangistes, le fait d'avoir des relations demandées à sa compagne et d'avoir de multiples relations sexuelles dans la journée, ça c'est des moments où on sait que quand ça commence à être envahissant comme ça, il y a un fort risque de passage à l'acte à l'extérieur.
Alors les modalités d'attachement, Gérard en parlait tout à l'heure, effectivement, on retrouve des modalités d'attachement insécures chez plus de 80% des auteurs de violences sexuelles, notamment les auteurs de violences sexuelles pédophiles, contre 35% dans la population générale. Effectivement, c'est une modalité d'attachement où on va avoir effectivement au sein de ces modalités d'attachement de type insécure, différentes modalités d'attachement, donc on appelle les anxieux ambivalents, avec ceux qui ont une perception de soi négative et une perception d'autrui plus positive. Donc c'est le cas notamment des auteurs pédophiles extrafamiliaux homosexuels non coercitifs. Les craintifs, qui ont une perception de soi et d'autrui plus négative, donc où là on peut avoir des passages à l'acte extrafamiliaux hétérosexuels coercitifs, et les fuyants, qui ont une perception de soi plus positive, mais d'autrui négatif, où là on aura des passages à l'acte beaucoup plus violents, avec des personnalités de structuration beaucoup plus narcissiques. Où l'autre est dans ce qu'on appelle les attachements de type fuyant, c'est effectivement l'autre est vécu comme potentiellement dangereux. Donc c'est des modalités d'attachement qui sont extrêmement désorganisées.